Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bien, il est l'heure, on va commencer. En tout cas, bienvenue généralement sur le salon Build & Connect ici à Strasbourg pendant ces 2 jours. On va parler pendant cette conférence de performance de l'enveloppe et nécessité pour un bâtiment sain, économe et décarboné, c'est le titre de la conférence. Moi, je suis Yann Dervin, je suis consultant en développement durable, en bâtiment durable plus exactement. Certains me connaissent plus comme dans mon ancien poste qui est encore récent, qui était le directeur du collectif Effinergie, donc l'association qui porte des standards de performance énergétique en France. Alors, ça a été rappelé tout au long de la journée, notamment pour ceux qui ont participé au lancement de la conférence ce matin. On a un bâtiment qui est très émetteur, enfin très consommateur d'énergie, très émetteur de gaz à effet de serre. C'est pas nouveau, hein, on le sait depuis longtemps, sauf que l'actualité nous rattrape. Nous, on était conscients que les coûts allaient augmenter, qu'il fallait faire quelque chose, mais beaucoup moins. Question de politique du changement et de difficulté à changer vraisemblablement. Mais là, on se prend dans la figure des hausses d'énergie qui sont considérables et aussi un emballement climatique qu'on a connu. Alors on peut pas forcément le relier tout le temps à l'emballement climatique actuel, mais moi je pense quand même que on est sur une trajectoire qui est assez catastrophique en termes de changement climatique. Et donc le bâtiment, dans tout ça, il faut qu'il fasse sa part de travail. C'est 40% de l'énergie consommée, 36% des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est à l'échelle européenne. Alors des acteurs travail. Ce salon Build & Connect est géré et organisé par le pôle Fibre Énergie Vie. Le pôle Fibre Énergie Vie a coordonné un livre blanc il y a déjà 5 ans maintenant sur l'enveloppe performante pour un bâtiment sain et économe. Ce livre blanc avait vocation à faire avancer les choses, à motiver les acteurs et à faire avancer aussi les pouvoirs publics. Et on va reprendre finalement un peu en trame pendant cette conférence ce qu'on peut trouver dans ce livre blanc et ce qu'on pourra y trouver après, mais ça on en reparlera plus tard. Voilà, donc on va vous révéler quelques aspects de modification et d'évolution qu'il pourrait y avoir sur ce livre blanc. Alors, je vais demander aux intervenants de se présenter en commençant par Philippe Boussemard. Bonjour à tous. Donc je suis Philippe Boussemard. Je suis ici à 2 titres. Je dirais que le premier, c'est je suis directeur général de la filiale française du groupe STO. STO est le leader français et mondial de l'isolation thermique par extérieur des bâtiments. Et nous développons et nous commercialisons également des systèmes innovants de produits pour le ravalement et pour les bardages de façade. Et notre mission, voilà, comme on l'exprime, je dirais, c'est bâtir en responsable. Et puis ma deuxième casquette, je dirais, c'est que j'ai la chance et le plaisir aussi, je dirais, de présider le Mur Manteau. Le Mur Manteau, c'est un groupement d'industriels, c'est le groupement d'industriels qui réunit les détenteurs de systèmes et les fabricants d'isolation thermique par l'extérieur. Et nous, on travaille tous, nous sommes une trentaine d'industriels, avec à la fois des groupes importants tels que Isover Saint-Gobain, tels que Weber Saint-Gobain, tels que Sto, bien entendu, tels que Knauf qui est présent ici, d'autres industriels spécialistes et leaders des ponts thermiques tels que Choc. Et notre mission, c'est de contribuer le plus possible à une transition écologique réussie en France. Voilà. Merci. Alors on continue dans le Mur Manteau avec Raphaël. Oui, bonjour à tous, Raphaël Kiffer, je suis le directeur général de la société Choc France. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de rupteurs de ponts thermiques. Donc c'est ces fameux produits qui vont permettre de vous créer une enveloppe
homogène et performante au niveau de l'isolation. Je suis également directeur Europe de l'Ouest et du Nord, donc je m'occupe de la Suisse, du Benelux et de la Scandinavie, ce qui me permet également d'avoir un œil un peu plus large sur les différentes réglementations, les différentes pratiques constructives entre la France et les pays qui nous entourent. Et David Corgier. Alors bonjour, rebonjour. David Corgier, je suis directeur général de Manassu Ingénierie. C'est un petit cabinet d'ingénierie énergétique qui est localisé au Bourget-du-Lac, donc en dehors du territoire de Pôle Fibre Énergie Vie, mais qui a une histoire puisqu'on est issu du monde de la R&D et de l'Institut national de l'énergie solaire en particulier, et on développe des méthodologies sur la base de l'AEMO Energy Commissioning pour s'engager sur les performances. Donc, ce qui veut dire que la performance d'un bâtiment, c'est d'abord une enveloppe performante et ensuite des équipements performants. En sachant que nos pratiques, nos outils, on fait de la R&D, on fait du développement logiciel, on développe des solutions un peu innovantes qu'on peut voir au stand 6 au-dessus, au premier étage. Et le point important, c'est qu'on fait du monitoring de bâtiments, donc on connaît exactement les performances du bâti sur de nombreuses opérations, et ça depuis 2009. Voilà. Donc ça fait déjà 13 ans qu'on a du retour d'expérience et qu'on est capable d'évaluer ou non la qualité d'enveloppe d'un bâtiment. Merci à tous les trois. Donc voilà, ce sont des acteurs du livre blanc dont on parlait tout à l'heure, ainsi que d'autres acteurs qui au sein du pôle Fibre Énergie Vie. Eh bien, Philippe, depuis 5 ans, donc ce livre blanc, ça fait donc déjà 5 ans. Depuis 5 ans, il s'est passé des choses quand même. On a eu une politique française sur la rénovation énergétique des bâtiments, notamment par la construction en prêt. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a avancé, ce qui devrait avancer plus vite? Oui, quelques mots. On a été très investi au niveau du groupement du Biormanteau sur, auprès des différents cabinets, que ça soit le cabinet du ministère de la Transition écologique et solidaire, que ça soit auprès de l'énergie, que ça soit auprès du logement, voilà, pour faire avancer avec tous nos adhérents et avec les rédacteurs du livre blanc pour faire avancer, je dirais, les politiques françaises. Alors, on a fait un petit bilan du quinquennat, voilà, que vous pouvez retrouver sur notre site. Je ne doute pas que ça a été votre livre de chevet sur les derniers jours. Et dans ce bilan du quinquennat, en fait, on disait qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est, pour nous, moins bien passé. Alors, je vais pas tout reprendre parce que il y a beaucoup de points et puis on va vite vous embêter. On va simplement reprendre quelques points saillants. Il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu la naissance véritablement de MaPrimeRénov' qui a vraiment simplifié sur la rénovation la démarche des particuliers. Aujourd'hui, on peut, je dirais, toucher des fonds pendant les travaux, quand tout se passe bien et que l'ANA traite tous les travaux, on les touche avant les travaux. Donc ça permet de financer beaucoup plus facilement, puisque l'ancien CITE, si vous vous en souvenez, vous touchiez après. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, MaPrimeRénov', on a donné un peu plus, on y a attribué un peu plus d'argent. Et puis, il y a eu le plan de relance, entre-temps. Le plan de relance, post-Covid, 6,5 milliards sur la transition énergétique, pour les bâtiments publics, pour tout ça. Donc, il y a eu des fonds, quand même, qui ont été dédiés à la transition énergétique et puis à l'enveloppe du bâtiment. Deuxième point, mais ça, je dirais, qui s'est rajouté et qui est assez classique, parce qu'on le connaissait depuis longtemps, ce sont les C2E. Donc, MaPrimeRénov', financement public, C2E, financement privé, financé par les opérateurs de l'énergie, distributeurs et fabricants, et producteurs. Et donc, financé par nous. Voilà, puisque nous payons ça, bien entendu, dans tous nos actes, je dirais, dans toutes les factures énergétiques que nous avons. Financement privé sous contrôle public. Financement privé sous contrôle public, mais à la fin, qui paye, c'est bien le consommateur. Et là, 5 milliards d'argent, je dirais, donné pour, en effet, que les opérateurs de l'énergie nous aident à économiser de l'énergie. Bon. Donc ça s'est fait, ça s'est continué, c'est très bien. On a beaucoup travaillé au niveau des filières sur les contrôles également. Souvenez-vous de toutes les arnaques qu'il y a eu à l'isolation. Donc on a beaucoup travaillé avec le pôle national C2E. Donc il y a eu beaucoup de travail également là-dessus. Et puis il y a des choses par contre qui nous ont quand même énormément surpris. Premier point sur l'enveloppe. Déjà, une enveloppe de bâtiment, les aides, c'est limité à 100 mètres carrés. Si vous avez une façade qui fait 120 mètres carrés, 130 mètres carrés, 150 mètres carrés, la limite, c'est 100 mètres carrés. Et en plus, c'est déductible sur les C2E. Voilà.
Le deuxième point, c'est qu'on a baissé au 1er mai 2022, dans les forfaits CUMAC DC2E, de 50% les aides sur l'enveloppe du bâtiment. Donc, bon, pourquoi pas? Mais derrière, qui en pâtit? Les ménages. Donc le reste à charge aujourd'hui augmente. Donc vous voyez un peu la boucle, la spirale qui est en train de se développer, d'accord? Le coût de l'énergie augmente, le coût des matériaux, pour ceux qui sont dans les matériaux de construction ou le bâtiment, ça ne vous a pas échappé, est en train d'augmenter, mais les aides baissent. Donc ça s'appelle un effet de ciseau, mais pas dans le bon sens. Et puis ça, c'est dans le en même temps, hein. Donc on est quand même là-dessus. Et puis derrière, on nous parle beaucoup de rénovation globale et performante. Et là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire la rénovation par geste, je change juste ma fenêtre, je change juste ma chaudière, ça sert pas à grand-chose. Si je mets juste ma chaudière et que mon bâtiment il est pas isolé, je chauffe la planète. Je mets une pompe à chaleur, c'est bien, mais quand il va faire -5 dehors, ça va tirer ça sur l'effet Joule et globalement ça va me coûter très très cher pas en économie, mais plutôt en énergie. Donc la rénovation globale et performante, tout le monde veut y aller. Tout le monde dit, et l'ADEME le premier, si vous avez assisté ce matin à la conférence avec Alban Gaspard, c'est très intéressant, les 4 scénarios de l'ADEME sont vraiment très bien faits, mais aujourd'hui, la rénovation globale et performante, on veut y aller, mais on n'a pas les financements. Donc ça veut dire que une rénovation par geste, une isolation thermique par l'extérieur va vous coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros. Voilà. Une rénovation globale et performante coûte 70 000, 80 000, 100 000 euros. Qui a les moyens de la financer? Pas grand monde aujourd'hui. Et globalement, on s'aperçoit qu'on est devant quelque chose de paradoxal, c'est qu'on veut faire quelque chose qui va être bon pour la planète, qui va être bon pour notre portefeuille, mais derrière, on n'a pas les financements et on n'a pas les moyens, d'y aller. Donc là, on a quand même, sur, ces dernières années, un nombre de satisfaits sites. Oui, c'est plus simple. Oui, on a eu le plan de relance post-Covid. Oui, on est en train d'essayer de décarboner notre société. Mais d'un autre côté, on est en train de privilégier des gestes simples avec le royaume de la pompe à chaleur qui fait que, oui, ça va nous coûter un petit peu moins cher en énergie, mais globalement, la pompe à chaleur, il faut l'entretenir, ça vous pompe de l'énergie, il faut que vous avez des frais de maintenance et il faut la changer. Alors que de l'autre côté, vous avez un investissement qui va se faire sur 50 ans, avec un retour sur investissement, avec les coûts de l'énergie que l'on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus court et beaucoup plus performant. Donc ça veut dire que on a un peu de mal à comprendre, la politique aujourd'hui du gouvernement, mais on va, puisque on aura le plaisir de rencontrer le cabinet d'Olivier Klein dans les premiers jours de décembre, et puis on espère derrière Agnès Pannier-Runacher et Christophe Béchu de s'en expliquer, de l'exprimer, pour comprendre comment aujourd'hui notre gouvernement, veut véritablement favoriser le logement, favoriser l'enveloppe du bâtiment, qui est un investissement aujourd'hui, mais qui est un investissement pérenne et durable. En tout cas, les déclarations des ministres vont plutôt vers une volonté de faire de la rénovation globale. On verra. Enfin, en tout cas, on compte sur le mur manteau pour essayer de le faire dans le bon sens, parce qu'on se rend compte qu'il y a de la volonté, mais tout n'est peut-être pas fait de manière la plus cohérente possible. Alors ça, c'est sur la rénovation. La construction, on a la RE 2020, donc là, on a bien progressé, Raphaël. Oui, alors si on fait un peu l'historique des RE ou des RT, avant on avait la RT 2005 qui était une RT qui a quand même beaucoup travaillé sur l'enveloppe. La RT 2012 a fait la part belle aux chaudières gaz à condensation. Et là on se retrouve maintenant avec la RE 2020 qui introduit en fait la notion de bilan carbone. Donc c'est plutôt un pas en avant. C'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement ça pousse énormément d'industriels, dont beaucoup sont présents ici d'ailleurs aujourd'hui, à travailler sur les matériaux qui sont plus évolués, qui vont être entre guillemets plus verts et qui en tous les cas vont avoir un bilan carbone bien meilleur que ceux qu'on a, donc des bétons bas carbone, des bétons recyclés, j'en passe et d'autres. Par contre, on a aussi un effet pervers sur la RE 2020, c'est que l'un des premiers effets qu'on a eu sur la RE 2020, c'est que ça a poussé effectivement à passer tous les systèmes de chauffage sous forme de pompe à chaleur. Voilà. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va travailler avec une énergie qui était auparavant d'origine fossile. On va passer sur une énergie maintenant qui est décarbonée, puisqu'elle est nucléaire ou renouvelable en France, dans la limite des stocks disponibles, comme chez tous les fournisseurs. Donc, cette problématique, par contre, c'est qu'effectivement, on va mettre des systèmes de chauffage à effet Joule dans des appartements qui sont finalement toujours aussi mal isolés, puisque là où ça pêche véritablement sur la RE 2020, c'est qu'il y a eu aucun renforcement significatif en fait en termes de BBO, et donc en fait aucun renforcement significatif sur l'enveloppe. Donc si on se résume aujourd'hui, on construit toujours encore sous la RE 2020 des bâtiments qui malheureusement sont pas compatibles SNBC, donc stratégie nationale bas carbone, en ce sens que ce sont toujours encore des bâtiments qui vont pas être isolés de façon homogène et de façon performante. Et donc plus particulièrement au niveau des ponts thermiques, puisque la réglementation sur les ponts thermiques, ou on va dire le garde-fou au niveau des ponts thermiques, n'a pas évolué depuis la RT 2012 et est nettement moins bon que celui qu'on avait sous le standard de la RT 2005 BBC. Donc il faut quand même bien se rendre compte qu'on n'est pas en avance. Au contraire, on a fait un pas en arrière à ce niveau-là. Donc effectivement, la RE 2020 va pousser à améliorer les choses, mais pas sur tous les points. Et malheureusement, il y a à déplorer qu'aujourd'hui, on ne construise toujours pas des bâtiments qui ont des durées de vie aujourd'hui en moyenne de plus de 50 ans, qui sont toujours pas compatibles et qui vont donc faire l'objet obligatoirement à terme de rénovation soit impossible, soit très coûteuse. Et du coup, sur le sujet de la performance énergétique des bâtiments neufs, est-ce qu'on a des référentiels, éventuellement un label d'État qui permettra de corriger certaines imperfections ? Alors, on souhaite évidemment qu'il y ait des labels. Alors, il y a un label volontaire qui est paru, qui est le label Effinergie dernièrement. Donc, tu n'y es plus, mais et il y a effectivement une réflexion multithématique qui s'est engagée. Donc, pour retravailler plus ou moins, on va dire les seuils carbone RE 2020. Mais là encore, dans les groupes de travaux, donc on se rend compte de deux choses. D'abord, il n'y aura pas de label d'État. Donc ça, c'est la première chose qui a été décidée par la DHUP. Et c'est remplacé par un cadre de référence. Donc je ne sais pas encore véritablement ce que c'est qu'un cadre de référence, mais on verra. Aujourd'hui, les groupes de travail subsistent. Par contre, lorsqu'on regarde effectivement les groupes de travaux qui sont dans ce fameux cadre de référence, on n'a rien sur le BBO. On n'a rien sur la performance de l'enveloppe et j'ai pas vu aujourd'hui le mot isolation figurer dans ce qui est en train d'être préparé par les groupes de travaux. Donc, je suis vraiment dans l'expectative et je doute un peu sur le fait que ce cadre de référence va pouvoir faire avancer le sujet de la thématique de l'enveloppe performante et homogène. Bon, un autre sujet où il faut s'investir donc pour aussi faire avancer ce cadre commun vers des objectifs ambitieux en termes d'enveloppe. Oui. Mais c'est vrai que c'est peut-être passé entre les mailles du filet. David, donc sur la construction, on a des méthodes, on a une réglementation, on a des résultats même puisqu'il y a des seuils dans la RE 20 à atteindre au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut dire que cette conception performante va nous sauver et va sauver les bâtiments de leur consommation énergétique ? Alors la conception basée sur la réglementation, malheureusement, autrement on ne serait pas là, c'est malheureusement peut-être un premier écueil. Il faut quand même se rendre à l'évidence déjà qu'on a un premier biais qui est culturel, c'est qu'on imagine que quand on respecte la règle, la réglementation, la loi, on est obligatoirement performant. Et on est obligatoirement réel. Or, le problème, c'est qu'on constate qu'avec la RT 2012 et encore plus avec la RE 2020, puisqu'on se focalise sur l'aspect carbone qui doit être considéré, mais malheureusement, on ne se concentre pas sur la vraie vie. Et à l'heure actuelle, on est en train de concevoir et de livrer des opérations de bâtiments qui sont malheureusement très peu performantes, comme l'a dit Raphaël. Vous avez des contraintes. Donc, on a des contraintes, des limites de pont thermique. On a un indicateur qui est le BBO, qui a remplacé le UBAT, donc qui vous permet en plus de faire de la compensation. Donc quand on compense, ça veut dire qu'on est mauvais d'un côté parce qu'on est un peu meilleur de l'autre. Donc voilà, on bénéficie du soleil avec plein de parois vitrées qui ont des U à 1,4 et de l'autre côté, vous avez des ponts thermiques géants, donc c'est assez médiocre. Et puis il y a des choses assez surprenantes quand vous prenez des contraintes sur les ponts thermiques. Vous avez des moyennes de ponts thermiques qui doivent être inférieures à 0,6, mais dans les moyennes, vous avez des linéaires assez importants qui sont à 0. Donc pour faire baisser les moyennes, c'est très facile. Si vous maîtrisez un peu le moteur de calcul, vous pouvez facilement être conforme sans être
excellent, loin de là. Ne leur dis pas tout. Donc là, voilà, il y a plein de recettes pour arriver à avoir des bons chiffres et vous êtes conforme. Alors un petit exemple, vous prenez derrière moi des hypothèses de calcul sur un bâtiment qui est en train d'être livré. Et on avait un UBAT qui était à 0,45 sur la feuille de calcul RT. Et puis on arrive en phase pro, on fait une simulation thermique dynamique. On se dit la simulation thermique dynamique, c'est fantastique, on va être bon. On rajoute 10% de pont thermique. Puis malheureusement, Manaslu, on a mis le lait dedans. On a mis le lait dedans, mais ça sentait pas très bon. C'est qu'en fait, quand on a répertorié tous les ponts thermiques qui étaient prévus et qui n'étaient pas dans les bibliothèques du moteur réglementaire, malheureusement, vous faites pas plus 10%, vous faites plus 100%. Donc c'est peut-être dommage de faire 100% dans la vraie vie, en sachant que 100% c'est avec une qualité de pose exceptionnelle. Donc on ne sait pas comment s'est passé le chantier, on est vite parti en courant. Le besoin annuel de chauffage, quand il est estimé à 30 kWh avec un bon UBAT, il passe à 46-48 avec le UBAT que l'on a calculé, ce qui veut dire que ce bâtiment sera sans aucun doute, parce que le UBAT, ses besoins ils sont à 21 degrés, donc si on chauffe à 22-23, on aura un bâtiment qui sera équivalent à la RT 2005, c'est-à-dire un bâtiment à 80 kWh de besoin de chauffage. C'est pas un mal, c'est pas une catastrophe. Le seul fait, c'est que les gens, ils auront investi 2000, 3000, 5000 euros le mètre carré dans un bâtiment dit performant, et puis peut-être qu'ils pourront pas le chauffer. Voilà, parce qu'on aura beau le mettre à 19 avec un col roulé, vous pourrez pas payer les charges. Donc il faut juste se poser un petit peu ces questions de notre responsabilité et surtout la responsabilité d'avoir des moteurs de calcul qui permettent de tels faits. Voilà. Donc l'écart est manifestement énorme. C'est un constat. Et du coup, oui, on a un bâtiment dont on pense qu'il va atteindre une certaine performance et on achète du coup cette performance quelque part. Les utilisateurs s'y attendent et se retrouvent avec une facture qui sera bien plus élevée. Est-ce que, une facture est aussi une valeur peut-être du bâtiment, quoique le DPE futur, on en parlera après, je crois, du DPE, je vais trop vite, mais le DPE futur actuel, et le DPE qu'on fera d'ailleurs plus tard dans le bâtiment, n'identifiera certainement pas le problème non plus. Bref, on en parlera un peu plus tard. Par contre, sur la performance des bâtiments, là c'est un constat. Que peut-on faire pour améliorer cette performance, David? Je sais pas si tu peux nous donner quelques pistes. Alors une stratégie qu'on a mise en œuvre dans quelques opérations, donc une qui a été présentée, c'est peut-être pas celle-ci, une autre planche, c'est d'arriver à mettre en pratique la démarche de commissionnement, mais pas une démarche de commissionnement qui se limite à simplement réceptionner des lots techniques et puis se dire là ça fonctionne et puis on part, on fait un an de suivi. C'est plutôt faire une démarche de commissionnement à la mode anglo-saxonne, c'est-à-dire une démarche prévention. On a des ambitions de qualité d'enveloppe, on va prévenir le risque, identifier les risques de non-qualité sur l'enveloppe. Et tout ça, c'est une matrice de risque, c'est une démarche qualité, c'est du suivi de conception, c'est-à-dire ne pas se satisfaire simplement d'un calcul réglementaire, mais avoir un calcul exhaustif des performances, identifier les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, et ensuite vérifier les pièces techniques, faire du suivi de chantier et tracer tout le monde. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre, par exemple sur du tertiaire pour Schneider dans le cas de Xpol ou avec des bailleurs sociaux en rénovation. Et là, on arrive à faire des rénovations. On fait le facteur 4 sur les besoins de chauffage en rénovation avec du commissionnement sur l'enveloppe et sur les systèmes. Donc c'est possible, c'est une démarche qualité, mais ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage doit avoir l'ambition. Et si on doit aider les maîtres d'ouvrage à avoir l'ambition, c'est également les inciter à travailler mieux et à pouvoir plus que simplement une conformité réglementaire. Ça, c'est un point très important. Merci. Il y avait juste avant, un peu plus tôt là dans l'après-midi, une conférence spécifique sur ce sujet-là où David intervenait déjà. Donc peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Donc on fait juste qu'effleurer ce sujet-là, mais sachez qu'il est extrêmement important et un peu plus. On pourrait aller un peu plus dans le détail que ce qu'on vient de faire. Du coup, on a parlé ponts thermiques. Pourquoi c'est important de prendre en compte les ponts thermiques? On a parlé d'énergie, de consommation énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du coup à prendre en compte? Le pont thermique, c'est le dernier trou à fermer aujourd'hui dans l'enveloppe du bâtiment. Et la réglementation RE 2020 donne une valeur moyenne d'atteinte des ponts thermiques. Donc elle vous demande un PSI moyen de 0,6.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un psy, on peut prendre l'image quand on va vous demander de rouler en moyenne à 60 km/h d'ici à Lyon. Donc vous avez parfaitement la possibilité de rouler à 180 km/h jusqu'à avant Lyon, de vous arrêter, boire un café, prendre une nuit d'hôtel, et quand vous êtes redescendu à 60 km/h, vous arrivez à Lyon. Donc, et en fait, ce dernier trou à fermer dans l'enveloppe, c'est malheureux qu'il soit géré comme ça, parce que dans la réalité, c'est effectivement ce qui se passe. On va prendre des produits qui sont nettement plus performants, qui vont avoir des psys bien plus performants, et en fait, au lieu de vous farcir le bâtiment avec la totalité des ponts thermiques et de les traiter tous, si vous avez un bâtiment de 10 étages, on a tout à fait la possibilité dans la réglementation actuelle de faire les 6 premiers étages et de ne pas faire les 4 derniers en disant voilà, j'ai une valeur moyenne psy à 0,6. Vous allez être parfaitement réglementaire. Tant pis pour ceux qui auront acheté entre le 6e et le 10e étage. Et l'autre façon également consiste à compenser. Compenser, c'est... Excuse-moi Raphaël, c'est non seulement une possibilité, mais ça s'observe en réalité. Hein. Alors c'est ce qui se pratique effectivement dans la réalité. Donc je pense que David pourra effectivement en parler de façon nettement plus... C'est un truc qu'ont trouvé les concepteurs, notamment les maîtres d'ouvrage, pour pouvoir construire sans mettre de rupture de pont thermique partout, sans traiter les ponts thermiques partout. C'est pas un truc, c'est une interprétation de la réglementation. Oui, c'est un biais, on va dire. On peut pas leur en vouloir. Hein. Finalement, ils respectent la réglementation. C'est juste que malheureusement, le résultat, il est assez déplorable à la sortie pour le bâtiment. Donc, et c'est le système de compensation, c'est exactement la même chose. Hein. Ça consiste aujourd'hui finalement à avoir une jolie doudoune et puis finalement vous sortez pieds nus dans la neige. On vous dit non, mais attendez, c'est pas la peine de faire le pont thermique, on va compenser, mettez une doudoune plus épaisse et vous continuez bien sûr à sortir pieds nus. Ça ira beaucoup mieux. Donc il y a aussi ce phénomène de compensation que vous pouvez utiliser. C'est très pratique. Ça fait quelques années déjà, puisque ça existe depuis déjà sous la RT 2012. On a essayé effectivement de rectifier le tir en disant ça serait quand même vraiment chouette que vous fassiez un truc un peu plus cohérent au niveau des ponts thermiques pour la RE 2020. Je pense qu'il faudra qu'on attende la prochaine ou éventuellement le fameux cadre de référence pour voir si effectivement demain les bâtiments seront enfin isolés de façon homogène. Donc concrètement dans votre maison, ça se ressent, c'est assez simple hein, puisque vous avez une sensation de froid. La sensation de froid, elle est souvent décrite par lors du relevé météorologique de 20h30. On va vous dire demain il va faire 3 degrés, mais le froid ressenti que vous allez voir c'est 1 degré. Dans votre bâtiment, si vous avez un point froid et que vous êtes dans votre salon, vous allez avoir exactement la même chose. Vous avez 20 degrés qui va être affiché sur votre thermostat et vous allez avoir une sensation de froid. Et là, c'est là où c'est très malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a, c'est de monter la température d'1 ou 2 degrés, donc de la mettre à 22 degrés au lieu de 20 degrés. Et en faisant ça, vous allez accentuer la différence entre le point froid et la température que vous avez dans la pièce. Donc vous allez rien solutionner du tout, sauf que vous allez juste consommer 10% d'énergie en plus dans votre bâtiment. Voilà. Donc c'est malheureux aujourd'hui d'avoir ce genre de possibilités dans la réglementation, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que on devient de plus en plus dépendant de l'énergie et que notre portefeuille devient de plus en plus dépendant de l'énergie. Et en plus, sans compter les émissions de CO2. En plus. Je parle même pas de ça. Je me limite juste à la partie portefeuillesque et grotesque de la réglementation. Plus le risque de condensation, du coup, dans les bâtiments, sur des points froids. Effectivement, il y a ce point froid, bien sûr, que vous allez avoir, c'est concrètement dans un environnement plutôt bien isolé, parce qu'on a les isolants, la performance générale des isolants que vous allez avoir aujourd'hui, elle évolue. Et donc, évidemment, vous allez accentuer la différence entre un endroit de votre maison qui est bien isolé et un endroit de votre maison qui n'est pas isolé du tout. Ce faisant, vous allez avoir une dégringolade de température entre votre température intérieure et la température extérieure. Et à un moment donné, vous allez croiser le 13 degrés, qui est en fait la température du point de rosée, qui va se situer en règle générale, lorsque vous êtes isolé par l'intérieur, juste derrière votre doublage. Et à cet endroit-là, vous avez des phénomènes de condensation qui sont possibles. Donc, condensation, alors humidité d'abord, condensation ensuite, mais la moisissure n'a pas besoin d'avoir un phénomène de condensation. L'humidité suffit à elle-même, puisque pour un développement de moisissure, en fait, il faut une température entre 5 et 50 degrés. Il faut un corps organique quelconque pour que la moisissure puisse naître, donc un isolant, par exemple. Et il vous faut effectivement un tout petit peu d'humidité pour qu'elle puisse croître. Donc ce sont 3 conditions qui sont réunies à l'endroit où vous avez votre point de rosée dans votre bâtiment. Et la réglementation, question pour David peut-être, ne traite pas ça ? Voilà, la réglementation impose, avec une loi qui date de 1982, remise jour en 1983, donc c'était il y a pas longtemps, impose principalement des règles techniques sur les débits de ventilation.
mais on ne parle toujours pas de qualité de l'air. Donc vous avez des labels, vous avez maintenant des assesseurs écrins, donc des démarches volontaristes, mais pour le commun des mortels, donc pour 95% des logements qui sont produits pour l'instant, vous n'avez rien du tout sur la qualité de l'air. Voilà. Donc le pont thermique encore moins. Et en plus, vous avez, il y a la qualité de l'air, et derrière il y a les coûts de santé, voilà. Et ça me fait revenir une étude anglaise. Et on pourrait mettre ça en lien avec le coût finalement d'un rupteur thermique, hein. Mais une étude anglaise qui avait été faite il y a quelques années et qui avait montré que 1 euro, alors c'était pas 1 euro pour les Anglais, c'était une livre, on va dire 100 livres investis dans la performance thermique du bâtiment permettait d'économiser 44 livres de frais de santé. Donc vous voyez l'impact aujourd'hui que peut avoir une bonne enveloppe qui ne va pas développer, avec de la ventilation, bien sûr, avec des ponts thermiques, qui fait que ça va pas développer de moisissure, qu'on va avoir une bonne ventilation, que l'air à l'intérieur va être sain, et que ça va permettre, simplement, je dirais, d'avoir des occupants qui vont se trouver en bonne santé. Et bien entendu, par opposition, je vous renvoie à tous les reportages qu'on a sur les passoires thermiques avec des gens qui sont malades, qui sont sans arrêt dans des services de santé parce qu'ils ont de la toux et puis après ils ont de l'asthme. Enfin voilà, je vais pas être catastrophiste, mais c'est un peu ça, quoi. Et là, une nouvelle fois, c'est pas une question de coût one shot comme ça. C'est une question qu'une fois qu'on a mis des ponts thermiques, je dirais, dans la structure du bâtiment, on n'a pas à y revenir. C'est pour la durée de vie du bâtiment. Donc là encore, c'est quelque chose de pérenne, de durable et de sain. Et du coup, Raphaël, ça coûte cher le traitement des ponts thermiques ? Non, bien sûr. Non, en fait. D'économiser de l'argent. C'est juste une question. C'est juste une question de faire les choses dans le bon ordre. En fait, aujourd'hui, de faire une enveloppe performante et de traiter les ponts thermiques, c'est d'abord ça s'amortit avec on va dire la durée de vie du bâtiment, puisqu'en fait vous allez passer ça, c'est pas un équipement, hein, c'est clairement ça fait partie, c'est une pièce du gros œuvre. Traiter un pont thermique aujourd'hui, c'est simplement faire un gros œuvre un peu plus performant que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est un investissement, c'est amorti avec la durée de vie du bâtiment. Il va de soi que ce sont des solutions qui ne nécessitent aucun entretien. Donc à partir du moment où c'est posé, le rupteur de pont thermique fait son boulot et il le fait jusqu'au moment où on déconstruit le bâtiment. Donc non, ça ne coûte certainement pas cher et en plus ça permet évidemment de baisser, on va dire, les charges d'exploitation du bâtiment. Donc à partir du moment où vous baissez les charges d'exploitation pour les bailleurs sociaux, je vais juste le redire, le premier bailleur social qui a travaillé avec nous à l'époque ne l'a pas fait pour des raisons qui étaient thermiques, il l'a fait pour des raisons financières. Il a effectivement déterminé que si vous réduisez les charges d'exploitation pour votre bâtiment, vous donnez beaucoup plus de chances, quand vous êtes un bailleur social et que vous louez votre bâtiment à des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, de récupérer le loyer. C'est aussi simple que ça. Donc on n'a pas parlé de thermique à l'époque, on n'a pas parlé de tout ça. On a simplement parlé finances. Et il a dit, vous avez raison, effectivement, si je réussis à baisser les charges pour mes occupants, j'agrandis toutes mes chances, j'augmente mes chances de récupérer le loyer. Donc voilà. C'est bien la preuve qu'effectivement, il vaut mieux investir dans l'enveloppe du bâtiment. C'est quelqu'un qui travaille toujours avec nous aujourd'hui, d'ailleurs. C'était les précurseurs du reste à charge. C'est ça. C'est ça. Ouais. Du coup, David, là, j'ai mis une slide. Il y a des études quand même qui ont pu être menées. Alors, on a utilisé, sur 2022, des petits cas d'études de bâtiments réels, donc des vrais projets réels qu'on a modélisés d'une manière un peu particulière avec une solution logicielle qui s'appelle GoBult, qui est pratiquement en fait de l'économie avant projet. Donc on a fait ces modèles économiques sur 2 opérations de logement collectif et on a fait des études de cas où on a de l'ITI sans rupteur, avec rupteur à 50%, parce que 100% c'est à Grenoble, donc là le bâtiment ne tient pas debout, et de l'ITE avec un revêtement et voilà, une ITE soignée avec les rupteurs de pont thermique, avec des balcons filants, enfin une configuration qui était quand même assez optimale pour avoir une qualité architecturale digne d'une ZAC, on va dire, emblématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en coût de superstructure, on est de l'ordre du % pour avoir de la performance. C'est-à-dire passer d'une ITI avec 50% de rupteur à de l'ITE 100% rupteur sur les balcons, c'est une histoire de 3% du coût de construction. C'était construction en 2018-2019, donc on ne parle pas d'une opération qui n'est pas réalisable sur le plan technico-économique. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que les 3% du mauvais traitement, elles vont où ?
elles vont pas dans les poches de l'acheteur. L'acquéreur, lui, il voit pas ce gain, mais elles vont dans les poches d'un constructeur, d'un promoteur. Et malheureusement, après, on va les payer pendant 30 ans, 40 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez important, c'est de se dire que ce coût, il est marginal par rapport aux enjeux et qu'il ne bénéficie pas aux acquéreurs. Et quel confort pour les acquéreurs. Et pour le confort. Et quel confort pour les acquéreurs. Alors un truc tout bête, après, c'est il faut se battre pour avoir l'érupteur. Donc j'avais fait pour une petite opération sur la même ZAC, c'est de se dire que le coût d'un rupteur, donc j'ai demandé à Choc un rupteur aux normes sismiques, donc c'est le plus cher. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûterait nettement moins cher si on était en plaine et en dehors des Alpes. Et le rupteur avec un coût du gaz qui augmenterait de 10% par an, donc ça c'était le passé, ça se rentabilise en 10 ans. Donc quand le coût du gaz il fait x2 ou x3, voilà, ça va très très vite. C'est aussi une volatilité. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on pilote quand même des projets avec des indicateurs qui sont avec des hypothèses qui sont juste à un instant T et qui 18 mois après n'ont plus aucun sens. Donc j'invite juste à dire que le confort, la qualité de l'air, la santé sont des choses qui ne sont pas volatiles, alors qu'un temps de retour sur investissement, c'est quelque chose qui est contextuel et tout est relatif. Donc c'est aussi quelque chose à entendre et à retenir, c'est qu'on peut faire du bâtiment performant et l'enveloppe permet d'être robuste et d'éviter justement cette fragilité par rapport aux aléas de la vie, qu'il soit la guerre en Ukraine ou d'autres événements. Il y a aussi la partie, ce que disait David, il y a la partie investissement. Aujourd'hui, investir, que ça soit dans un bien qu'on va construire ou que ça soit dans un bien qu'on va rénover, que ça soit une maison individuelle ou que ça soit un logement collectif. Il y a une étude qui a été faite par un organisme qui est ici, là dans le coin, qui s'appelle le CEREMA, qui avait démontré qu'en fait, si votre bâtiment valait 100 et que vous faisiez peut-être 10, admettons, d'investissement dans la performance énergétique du bâtiment, eh bien en fait c'était rentabilisé à la revente parce que vous revendiez 115. Voilà, donc déjà ça veut dire que les travaux la première année sont quasiment rentabilisés si vous revendez. Et puis il y a cette dernière étude qui a été actualisée, on s'en était servi il y a 5 ans sur l'étude des notaires de France. Là elle a été actualisée, elle est ressortie je crois début 2022 sur le différentiel en fait, qu'il va y avoir entre un bâtiment qui est classé dans le DPE, qui est classé A, ou un bâtiment qui est classé F ou G. Aujourd'hui, vous avez quasiment 29% d'écart sur le plus grand, la plus grande variation entre eux, dans une région qui, si je me souviens bien de l'étude pour l'avoir lu il y a quelque temps, elle doit être le centre Val-de-Loire. Si vous avez un bâtiment que vous vendez en centre Val-de-Loire qui est classé A ou B, vous le vendez 100. Si vous êtes F ou G, vous le vendez 70. Et après, c'est quelque chose qui est régionalisé. Et là aussi, il y a un véritable impact sur la rentabilité, je dirais, et du retour sur investissement, vraiment. Et je pense que là, avec le coût de l'énergie aujourd'hui, on voit tous les taux, tous les TRI qui sont en train de se réduire de façon assez importante, parce qu'on arrive à des... Vous le savez tous, on le sait tous, on arrive à des coûts énergétiques qui sont excessivement importants, que ça soit en logement, mais que ça soit aussi en tertiaire. Bien voir que c'est exactement la même chose sur des bâtiments qui sont quelquefois encore moins utilisés. J'en profite juste puisqu'on parle de la technologie des rupteurs. Les rupteurs souffrent toujours d'une image de produits chers, puisqu'effectivement, au début, quand on a commencé l'aventure rupteur, c'était en 2005, on était seul sur le marché, donc on était comparable à personne. Et on s'est rendu compte quand on a eu des concurrents que finalement nos prix n'étaient pas tellement déconnants. Et par contre, les gens sont restés sur une image relativement chère. Il faut savoir que la technologie des rupteurs, puisqu'on parle du rupteur, la technologie des rupteurs a quand même beaucoup évolué, puisqu'en fait, on est plusieurs acteurs aujourd'hui sur le marché français. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, ça permet d'abord d'aiguiser un tout petit peu la compétition. Ça permet effectivement d'investir également dans la recherche et le développement pour améliorer les produits. Les rupteurs sont des produits dont les performances se sont considérablement accrues sur les 5 dernières années. Et sur les 5 dernières années, juste pour vous donner une idée, ça permet de baisser l'impact du prix des rupteurs de l'ordre de 30% sur ce qui représentait auparavant sur un chantier. Donc les ruptures sont devenues proportionnellement beaucoup plus importantes aujourd'hui
est beaucoup plus intéressant financièrement à mettre en place sur des bâtiments. Donc il faut un peu oublier aussi cette image de marque ou cette mauvaise image, on va dire, de produits chers que le rupteur avait au départ. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont surpris quand ils nous réinterrogent sur les rupteurs, plus particulièrement en ITE, quand on voit la performance à la fois du produit et le prix de la technologie. Donc globalement, on est sur des investissements, enfin c'était dit tout à l'heure, hein, sur 1% complémentaire de financement à la construction. Malheureusement, sur la rénovation, on a plus de difficultés à gérer ça. Il faut pas se tromper, voilà, parce que si aujourd'hui un bâtiment qui est mal conçu, d'un point de vue d'isolation, va effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on prend le risque d'avoir un bâtiment qui est impossible à rénover, c'est-à-dire il sera vraiment pas possible d'avoir une enveloppe performante et homogène, à moins de scier un balcon, par exemple, et de venir replacer les balcons par la suite. Donc ça, c'est des pistes aujourd'hui qu'on constate de plus en plus souvent. Alors, il y a des pays où ça se pratique. Ça se pratique aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on découpe les balcons, on rajoute des balcons. Ça commence à se pratiquer en Allemagne aussi. Le balcon est un élément qui a pris une importance toute particulière depuis le confinement dans différents pays. Donc, les gens commencent à apprécier véritablement le balcon. Le balcon est une façon de valoriser le bâtiment aussi, puisque en fait, pour 1 mètre carré de béton, le balcon est vendu souvent la moitié du prix du mètre carré habitable. Donc, le balcon est plutôt rentable pour un logement. Et donc, c'est un des leviers aussi qui permet effectivement d'amortir les rénovations. Aujourd'hui, en France, c'est des pratiques qui sont encore assez singulières, mais ça serait pas étonnant que ce genre de tendance puisse arriver en France également. Et on est du coup là plutôt sur bon, c'est un peu technique, un rupteur de pont thermique, mais globalement sur l'enveloppe du bâtiment, on est sur de la technicité on est clairement sur du low-tech. C'est ce que disait Fabrice Bonifay, si vous avez assisté à la conférence qu'il a fait avec Alban Gaspard et puis la personne du je sais plus, de Crédit Immobilier, je crois. Crédit Agricole, merci. Voilà, on est sur du low-tech. Enfin, je veux dire, on n'a rien d'extraordinaire aujourd'hui. On est sur la construction, on est sur le fait de faire, des actions dans l'acte de construire, ou de l'acte de rénover, de faire des actes dans le bon ordre, voilà, et avec des solutions qui sont connues, qui sont simples. Alors, qu'il faut certainement un peu moderniser, parce qu'aujourd'hui, on sait que les enjeux sont aussi sur de la massification. On a 38 millions de logements en France et il y en a 26 millions qui doivent obtenir à horizon de 2050 le label BBC. Il y a 26 millions de logements à rénover. Donc, on a pas beaucoup de temps avec ce qui nous reste, d'accord ? Et on nous a dit 700 000 logements à rénover par an. Ok, mais les techniques, elles sont là. Les techniques, elles sont simplement là. Il faut les exploiter. Et comme disait Fabrice Bonifay, on est bien aligné là-dessus. Il faut de la volonté politique, il faut du leadership et il faut y aller. Il faut arrêter de parler, il faut passer, dans les actes. Raphaël ? Plutôt que de low-tech, moi je parlais de right tech, c'est-à-dire de faire les choses dans le bon ordre. Et on a encore malheureusement souvent la tendance à vérifier l'équipement et à dimensionner le reste du bâtiment autour. Je pense qu'il serait temps maintenant qu'on change et qu'on fasse véritablement d'abord la priorité aux actions sur l'enveloppe, parce que la meilleure énergie, enfin l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je crois que notre président, il l'a encore dit récemment à la télévision. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse de plus en plus à investir dans l'isolation et de façon à avoir le moins possible de recours à l'énergie, effectivement, pour vivre à l'intérieur de nos bâtiments. Et ça va contribuer clairement aussi à accroître notre indépendance énergétique. Aujourd'hui, on est encore très indépendant énergétiquement. On sait très bien qu'on va pas y arriver aujourd'hui avec les ressources qu'on a en France. Je vous parle pas de l'état des centrales nucléaires. Vous le voyez assez régulièrement à la télé. Tout va bien, elles fonctionnent toutes, elles sont à fond. Celles qu'on construit, elles marchent, c'est magnifique, c'est nickel. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille à ce niveau-là. Mais comme on a quelques doutes sur la capacité à approvisionner la France en énergie, ça serait quand même sympa qu'aujourd'hui on s'intéresse vraiment de près à l'isolation des bâtiments et qu'on puisse habiter dans des bâtiments qui vont être finalement très confortables, où on n'aura pas d'effet de froid ressenti, et parce qu'on n'aura tout simplement pas besoin, ou véritablement un besoin de chauffage qui sera réduit à son strict minimum. Donc je préfère parler de right tech plutôt que de parler de low tech. En plus, on est sur des choses qui sont robustes, c'est-à-dire quand on l'a fait une fois sur un bâtiment neuf, on n'a plus besoin d'y revenir. Quand c'est fait, c'est D'où fait, l'importance de bien le faire dès le départ.
Il faut juste s'y mettre, c'est tout. Voilà. Et pas rater le coche des bâtiments neufs et la réglementation effectivement pas assez ambitieuse à ce niveau-là. C'est le gros malheur aujourd'hui, c'est qu'on construit du neuf qui est toujours pas bon. Donc la spirale de la rénovation, on n'a pas fini d'en discuter. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous déjà pour le prochain Build and Connect. On vous remettra une couche avec plaisir d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que plein de sujets resteront d'actualité. Et à partir du moment où vous serez disposé à les entendre, on sera disposé à en débattre avec vous. Et finalement, tout ça, c'est aussi une histoire de coût. C'est-à-dire qu'on n'investit pas suffisamment pour reperdre largement ce qu'on a économisé au départ par la suite. David ? Là, c'est un point clé, c'est une démarche globale. Donc, une approche en coût global, c'est indispensable. On travaille avec des Suisses dans le cadre de projets. Eux, ils sont quand même... c'est le monde de la finance, mais c'est le monde de la finance avec les coûts d'exploitation. C'est jamais le monde juste le coût d'une opération, on livre et puis on disparaît. Donc ça, c'est un point important. C'est peut-être pas la même structure de marché bâtiment non plus, avec moins de propriétaires, mais on est en démarche globale économique. Et puis une démarche globale toute bête, c'est que si on fait des bâtiments, c'est pas simplement qu'un produit, c'est aussi pour avoir des gens dedans en bonne santé et qui puissent aller produire et vivre. Et ça, on l'oublie aussi. Donc la qualité de l'enveloppe, c'est aussi intégrer l'humain dans les bâtiments et pas simplement dans un tableau Excel. Eh bien, merci. Petit Philippe, tu avais un petit concept à nous livrer auquel tu as pensé ce matin, je crois. Oui, oui, c'est pas un concept. En fait, non, c'était plus par rapport. Je dis que ça soit en neuf ou en rénovation, on l'a dit. Il faut avoir une méthodologie qui soit en lien avec la performance que l'on veut sur le bâtiment. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on est un peu vent debout contre cette obsession de la pompe à chaleur qui, pour nous, ne règle rien. Et on trouve que, en fait, aujourd'hui, oui, le high-tech, comme disait Raphaël, c'est faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est l'isolation avec l'érupteur, le I, c'est derrière la ventilation, bien sûr, et puis derrière, c'est C. Donc, c'est l'IVC. Et pas la WC, c'est l'IVC, et dans le C, vous allez mettre le contrôle, bien entendu, vous allez mettre le commissioning, voilà, et puis vous allez mettre le chauffage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez isolé, une fois que vous avez ventilé votre bâtiment, eh bien vous allez pouvoir dimensionner, bien entendu, le mode de chauffage qui est adapté. Et si bien entendu, ce mode de chauffage, vous allez pouvoir en plus vous appuyer sur les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, mettre des énergies renouvelables dans un bâtiment dont le bâti n'a pas été isolé, dont l'enveloppe n'est pas performante, ça ne fera pas des habitants et des occupants heureux dans le logement. Merci. Alors, on arrive à la fin de la conférence, donc merci pour vos interventions. Est-ce que vous avez des questions ? Il y en a déjà une qui arrive. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport ce matin, donc aussi il parlait de la réversibilité du bâtiment qui va commencer à arriver. Et sachant que justement il y a les températures qui augmentent, est-ce que en termes d'isolation et donc le frein de vapeur et tout ça, il y aura aussi cette question de peut-être changer de côté, puisqu'il faudra faire plus chaud à l'intérieur, on aura besoin d'être du coup plus frais à l'intérieur. Est-ce que ça, les entreprises sont déjà en train de travailler sur ces manières de penser et au final de pouvoir avoir une isolation qui puisse facilement se défaire pour facilement se réadapter au bâtiment? Alors, je sais pas si tu veux. Vas-y. C'est un peu ambitieux comme question. Non, pousser la thématique un peu loin et c'est bien. Et après, David va arriver sur un côté beaucoup plus technique. Aujourd'hui, une isolation thermique par l'extérieur, elle protège du froid et du chaud. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin, je dirais, dans le cadre de l'usage du bâtiment, d'enlever, je dirais, une isolation thermique par l'extérieur. Par contre, à la fin, en effet, on peut peler, si on veut déconstruire le bâtiment, ou si on veut refaire quelque chose, une isolation thermique par l'extérieur se pèle, d'accord ? Et à l'intérieur, les occupants, eux, restent tout à fait, continuent à occuper. Si vous faites une isolation thermique par l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais durant l'exploitation du bâtiment, non, puisqu'en fait, vous avez aujourd'hui le confort d'été et le confort d'hiver apporté par l'isolation thermique par l'extérieur, d'accord ? Mais à la fin, en effet, on peut peler sans problème. Il
il y a pas mal de chantiers qui ont été faits là-dessus, pas encore en France, mais notamment en Allemagne et en Autriche. Alors la réversibilité, j'ai juste un point, c'est que le meilleur exemple, je suis pas loin des Suisses, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire que si vous voulez un bâtiment qui puisse tout faire, il va faire succursale Ford et après il va vous permettre de faire du bureau et après du logement. C'est l'équivalent du couteau suisse. C'est-à-dire que vous partez à l'aventure avec, mais vous faites pas un chantier avec un couteau suisse parce que vous faites tout mal. Vous le faites, mais vous le faites pas très très bien. Donc il faut pas se tromper de sujet. Après, l'isolant, quand il est un bâtiment bien isolé, surtout par l'extérieur, il fera du bureau, du logement, il n'y aura aucun souci. Le point important, si on parle du côté chaud et de la problématique de surchauffe, c'est qu'intéressez-vous juste à savoir si dans leur pratique, les ingénieries utilisent par exemple la couleur de la façade et c'est un paramètre qui est valorisé dans le calcul RT pour le confort d'été. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas. Donc que vos bâtiments ils soient noirs et qu'ensuite ils chauffent et vous avez des toitures, des façades qui montent à 80, plus de 100 degrés et vous savez 5 cm d'isolant et des ponts thermiques, à l'intérieur c'est un four, quel que soit l'usage. Et ça c'est une autre problématique, c'est de traiter avec sérieux l'effet d'albédo et les couleurs des façades et des toitures. Et ça, c'est encore un autre parent pauvre du calcul réglementaire. Il y a d'ailleurs pas mal d'entreprises qui se positionnent sur ce marché-là et qui ont des résultats tout à fait intéressants. J'en ai peut-être pas vu ici, mais... Si, il y en a deux. Ah, il y en a deux, pardon. Mais j'ai pas fait tout le tour encore non plus, j'avoue. Il y a peut-être une question complémentaire que j'ai sentie, c'est par rapport au pare-vapeur et au fait que, effectivement, sur un... Si tu inverses la logique... Non, mais c'est pareil. En fait, l'important, c'est d'être plus ouvert à l'extérieur et le moins ouvert à l'intérieur. Mais quel que soit l'usage, c'est la même chose. C'est pas le principe est exactement le même, quelle que soit l'occupation du bâtiment. Non. En fait, on se protège de la vapeur intérieure, émission, pour éviter d'avoir le point de condensation et après de dégrader le bâti ou l'isolant. Donc, c'est pas dans les pays chauds, après c'est autre chose, mais nous on a quand même une saisonnalité, on a quand même de la pluie, et on a quand même, les règles de la physique sont les mêmes. C'est à l'air humide, le diagramme, et c'est le même sur la terre entière. Après, il faut faire attention dans les pays équatoriaux où il y a un pourcentage d'humidité extérieure qui est de 80 à 100% tout le temps, quoi. Donc là, effectivement, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je pense pas que même avec les prévisions de changement climatique, on sera en régime équatorial ici, parce qu'on sera plus sec, ouais, voilà, exactement. Une question là-bas au bout, ça va me faire marcher un peu, ça va me faire du bien. Merci. Alors le premier point, c'est pas vraiment une question. Je pense qu'aujourd'hui, on milite beaucoup sur optimiser les enveloppes énergétiques. Je pense qu'il faut aussi, alors c'est peut-être, je le dis par rapport à vos postes, si vous avez peut-être moyen de faire pression là-dessus, c'est la main d'œuvre. Aujourd'hui, on a des réglementations thermiques qui sont de plus en plus rigoureuses et une main d'œuvre qui est de moins en moins qualifiée. Donc voilà, c'est peut-être pas un appel à l'aide, mais si dans vos relations vous avez peut-être moyen vous de faire pression là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui il faut travailler sur ces deux axes, l'aspect énergétique, mais aussi qualité d'exécution, qui sont de pair. Et la question que j'avais, alors moi je suis maître d'ouvrage, ce qui me surprenait un peu, c'était votre surprise sur le retour d'expérience sur les ponts thermiques, avec des valeurs à plus de 100% par rapport aux études. Aujourd'hui, on a par exemple des tests de qualité d'air intérieur, d'infiltrométrie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens de prévention pour se dire, en cours de chantier, peut-être faire des audits pour éviter justement en phase d'exploitation d'avoir des mauvaises surprises? Alors j'ai deux éléments de réponse. Donc, la qualité d'exécution, vous avez deux choses. Vous avez les compétences des compagnons. Donc ça, c'est un fait. Donc ça veut dire préparer le futur, c'est-à-dire former les gens et que ce soit pas les gens du bâtiment, ce soit la filière poubelle, comme j'ai pu le voir au début des années 2000, quand je me suis promené dans les lycées, parce que j'étais prof quelques mois, j'ai pas duré longtemps, mais voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, prendre le temps de former, informer. La deuxième chose, c'est une qualité d'exécution. Ça veut dire que vous avez un carnet de détails, tout est prévu. J'ai que mes yeux pour pleurer, mais malheureusement, quand on voit la qualité des carnets de détails, vous avez les détails les plus courants et vous avez 30% des détails prévus. En fait, tout s'improvise en phase chantier, donc vous pouvez pas avoir une bonne exécution quand rien n'est prévu en amont. Donc vous pouvez même pas contrôler la conformité puisqu'il n'y a pas de plan de référence. Je vous donne juste un exemple sur une opération, l'étanchéité à l'air, vous avez mentionné.
Les plans de l'architecte qui sont dans les marchés n'avaient pas les matériaux pour le traitement d'étanchéité à l'air. Ils étaient dans une notice qui était faite par le bureau d'études HQE. C'est sympa, mais on sait bien que le compagnon et son chef de chantier n'aura que les carnets de détails de l'architecte. Donc, il faut faire un minimum de synthèse et faire en sorte que les compagnons aient les bonnes informations et que tout soit prévu. Donc ça, on a un problème d'organisation. Nous, on fait en prévention dans le commissionnement, dans le commissioning. On informe et on traite tout pendant la phase de conception pour que tout soit dans la phase, tout est dans le DCE dans les marchés. Pour ensuite, il y a plus de surprise. Et après, on traite la qualité de chantier avec des vraies pièces de marché, des pièces graphiques complètes. Voilà. Donc c'est de la prévention, c'est du commissioning. Je peux rajouter une chose concernant le traitement des ponts thermiques. La majeure partie des industriels aujourd'hui aujourd'hui sont plutôt bien équipés. En ce qui concerne, on sait très bien qu'aujourd'hui le risque, quand on parle d'un rupture de pont thermique, il est relativement faible à la conception du produit, au dimensionnement du produit, parce qu'à partir du moment où on a les bons plans, on est tout à fait capable de dimensionner le produit correctement. On est encadré par un avis technique. Et à la sortie, effectivement, on sait que le risque majeur, c'est lors de la pose du produit. Donc, ce qu'on fait chez Chuck, par exemple, on délivre des attestations de formation à la pose de nos produits. On est tout à fait capable de faire des plans des PAQ, donc des plans d'assurance qualité sur les chantiers. On a véritablement l'accompagnement qui permet en fait d'avoir un produit qui est relativement technique, de le mettre correctement en place. D'autant plus que c'est une pièce de structure qui contribue à la solidité de l'immeuble. Donc personnellement, ça m'embêterait qu'il y ait des dalles qui s'effondrent. Moi, j'aime bien dormir sur mes deux oreilles. Je suis pas fan des oranges. Et donc effectivement, on met tout en place pour que le produit soit bien posé. Il y a une deuxième alternative aujourd'hui qui se développe fortement dans l'ensemble des pays qui nous encadrent, c'est la construction hors site. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de ces éléments-là qui sont mis en place chez des préfabricants. Il y en a d'ailleurs 2 à l'étage qui utilisent nos produits dans diverses configurations. Et effectivement, c'est l'autre alternative, sachant qu'effectivement on a moins de main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers. De plus en plus souvent, en fait, il y a un transfert de techno qui s'effectue après dans des usines de préfabrication qui elles ont des process. Et qui permettent effectivement de mettre on va dire le produit en place avec un peu plus d'encadrement que celui qu'on peut avoir sur les chantiers. Et moi, je vais revenir sur la formation, qui est un point en effet essentiel. C'est un point sur lequel le groupement du Mur-Manteau travaille et on est en train notamment de développer un ensemble de vidéos pour aider les entreprises. Mais ça, c'est quelque chose parce qu'il faut qu'on soit dans le digital. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'intégralité des détenteurs de systèmes d'avis techniques sur l'isolation thermique par extérieur, l'intégralité des industriels dispose aujourd'hui de centres de formation. Que ça soit notre société, que ça soit tous les autres confrères, nous avons tous des centres de formation. Nous sommes tous certifiés Calliope. Et je peux vous dire que tous nos centres sont pleins. Et aujourd'hui, on a bataillé encore avec une autre organisation depuis 2 ans pour essayer de faire une formation accélérée, la faire diplômante, donc reconnue par l'Éducation nationale. C'est horrible. C'est horrible tellement vous y perdez de temps, tellement ça n'avance pas. Donc en fait, on a tous créé nos centres de formation et toutes les entreprises en fait qui le souhaitent aujourd'hui viennent, payent dans nos centres de formation. C'est financé par l'Europco et tout ça, d'accord. Mais ils envoient des collaborateurs. Je discutais l'autre jour avec le patron de notre formation qui me disait que là, on était plein, par exemple chez Sto jusqu'à mi-février. Voilà. Pourquoi ? Parce que on a véritablement une demande aujourd'hui de la part des maîtres, de la part des entreprises. Mais si j'ai entendu que vous étiez maître d'ouvrage, si vous aujourd'hui maître d'ouvrage, d'accord, vous demandez à l'entreprise qui va remettre son appel d'offres, vous lui dites est-ce que vous avez été vous former, est-ce que vous avez formé vos collaborateurs, dans un centre de formation Calliope d'un des industriels que vous recommandez, vous allez avoir un impact très fort. Et ça va vous garantir
ça va vous garantir derrière une qualité d'exécution. Parce que les formations que tous les industriels du manteau font, c'est pas assis dans une salle. C'est oui une petite partie, d'accord, assis dans une salle pour expliquer comment ça fonctionne, la thermique d'un bâtiment, mais c'est aussi sur le mur, d'accord, comment on applique un isolant. Et on a aussi des fabricants d'isolants au sein du mur manteau qui délivrent des formations. Comment on applique un enduit, comment on va coller, comment on va coller le treillis. Enfin, il y a toutes les phases qui sont là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un besoin de formation. Et comme on n'arrive pas à passer par les fourches codines, classiques, eh ben on a décidé de les faire nous-mêmes entre industriels. Merci à vous trois. Donc j'espère qu'on vous a persuadé de la. Il y avait une question encore, c'est ça, mais je crois qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, je pense. On sort. Si. Une minute. Allez, vous avez de la chance. Alors j'en profite pour vous dire que on a mis à votre disposition sur la table là des documents qui sont le document préparatoire, on va dire, à la mise à jour du livre blanc dont on a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Qui sortira en janvier. Et ça reprend évidemment les éléments dont on a pu parler cet après-midi. Voilà. Oui, bonjour, Hervé Dalle, Eiffage. Vous parliez du problème humain tout à l'heure. Il est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura beau faire tous, effectivement, les plus belles façades et les plus belles, évitant de rentrer tout ce qui peut rentrer dans nos logements. On a fait un BPOS dernièrement et puis un bâtiment RT 2012 moins 20, l'équivalent. Et puis, en fin de compte, le BPOS consomme plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude aussi des gens, et vous avez beau avoir effectivement les plus beaux ruteurs, si les gens utilisent les fenêtres ouvertes, l'appartement, c'est le problème. Et donc aujourd'hui, on est aujourd'hui dedans. Et on demande, nous, à nos maîtres d'ouvrage, un point important aussi, une formation des logements, parce que les logements qu'on livre aujourd'hui n'ont rien à voir avec les logements d'il y a 30 ans ou 20 ans. Et donc, il y a une vraie, aujourd'hui, prise de conscience là-dessus. Nous, on a fait des enquêtes, on est allé voir les gens, on leur a dit pourquoi vous consommez. Et on a eu, oui, mais moi, je dors la fenêtre ouverte parce que c'est mieux, parce que c'est, voilà. Donc, il y a tout ça, et vous avez beau prévoir, effectivement, votre bâtiment. Et puis, dernièrement, on est tous en train de se provisionner financièrement, parce qu'effectivement, on parlait de moyenne. Et le pauvre personne qui effectivement va avoir un bâtiment qui est dans la moyenne bon, mais le sien est pas bon, les bagarres juridiques vont rentrer. Donc voilà, on commence tous à se prévoir là-dessus, et il faut tous effectivement qu'on obtienne au moins du maître d'ouvrage d'avoir un traitement unique de ces logements et non plus de battre cette moyenne. Voilà, merci. Merci, c'est une conclusion quasiment. Je pense que ça ne mérite pas de contradiction en tout cas. Merci pour cette intervention. Voilà, merci à tous pour vos questions aussi. Et puis, oubliez pas donc le petit document sur l'enveloppe. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.